Petit clap, clapos, clapitos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce format enquête, où pour le coup on aborde des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui vous intéressent puisque c'est des gens qui me l'ont souvent demandé, que ce soit en commentaire et surtout en message privé sur Instagram par exemple. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, @Pierre Chavrier sur Insta, vous pouvez venir me poser vos questions et si elle a vraiment de l'intérêt et un petit peu de contenu, eh ben on en parlera dans ce format. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, puisqu'en fait même avec Villebrequin à l'époque, l'objectif c'était de démocratiser cette passion automobile au plus grand nombre. Et surtout aux gens qui à la base n'étaient pas forcément intéressés par l'automobile. Donc déjà, de base, tous les gens qui s'en branlent de la bagnole, c'était les gens qu'on voulait convaincre de regarder un petit peu plus ce que ça voulait dire la bagnole, parce qu'à mon avis il y avait des trucs intéressants quand même. Et puis on le sait, avec la construction qu'a eu notre société, les femmes elles ont toujours été un tout petit peu plus éloignées de l'automobile que les hommes. Et ça, c'est un fait auquel on a voulu remédier un petit peu et changer la tendance pendant toutes ces années avec Villebrequin et que j'ai envie de continuer dans mon aventure perso. Parce que pour le coup, et vous allez le voir aujourd'hui, les femmes, elles ont grandement marqué l'histoire de l'automobile aussi. Et oui, parce que en plus d'avoir remporté certaines des compétitions les plus prestigieuses du monde et d'avoir battu une quantité de records plutôt impressionnants, les femmes pilotes ont aussi marqué le monde au-delà de leur performance sur la piste. Il y a évidemment en se battant pour le droit des femmes par exemple, ou encore en survivant à un crash à plus de 300 km/h sur une piste, et même en devenant une des expressions les plus connues en voiture Simone. Aujourd'hui, voici l'histoire de certaines des femmes qui ont le plus marqué le sport automobile. Aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les femmes qui ont marqué l'histoire d'automobile. Il y aura peut-être d'autres épisodes, mais les femmes dont on va aborder l'histoire aujourd'hui sont au nombre de 4 et sont respectivement Michèle Mouton, dont vous connaissez très probablement déjà le nom, Sophia Flörsch, alors la prononciation du nom, j'ai regardé, je suis pas certain, mais le cœur y est, la française Simone Louise Desforest et Jutta Kleinschmidt. Pareil, désolé pour la prononciation si je l'ai écorché. Chauvinisme oblige, on va commencer par Simone Louise Desforest, notre française de ce jour. Si aujourd'hui on dit en voiture Simone, c'est en très grande partie grâce à elle, et un peu Interville. On y reviendra. Pour comprendre pourquoi, retour dans les années 1910. Simone vient de naître dans une famille très aisée. Son père est capitaine de cavalerie, elle a grandi dans un château, et même si à l'époque l'automobile n'était pas encore très présente et très démocratisée, son oncle en achète une. Au moment de l'achat de la voiture de son oncle, elle a 12 ans. Et Simone, plutôt curieuse, demande à essayer de la conduire. Oui, à 12 ans, bon. Et c'est le début d'une passion qui va durer toute sa vie. À 19 ans, en 1929, à l'aube de la première auto-école créée pour que les femmes puissent passer leur permis, oui, vous allez le voir aujourd'hui, on va avoir quelques retours en arrière et ça fait du bien que ça ait un petit peu évolué quand même. Donc oui, les femmes n'avaient à l'époque pas nécessairement le droit de passer le permis. Simone, dès qu'il y a une auto-école pour pouvoir le faire, elle a passé son permis. Et même pas un an plus tard, elle passe la seconde et son objectif, inscription en course automobile. Pourquoi pas? Un défi encore plus appuyé, puisqu'à l'époque, je me permets de remettre dans le contexte, dans les années 1920, presque 1930, la course automobile, en règle générale, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, mais alors avec les femmes, malheureusement, l'époque voulait que c'était pas une coutume. Et pour la petite anecdote, en 1931, quand elle s'engage pour son premier rallye, Paris-Vichy, sa copilote, c'est sa maman. En 1934, elle participe au fameux rallye de Monte-Carlo avec une amie en copilote. Le parcours, 3700 km entre Bucarest et Monaco, en plein hiver et dans une Peugeot 301 plafonnant globalement à 90 km/h max. À certains endroits, la neige est tellement profonde qu'elles doivent faire appel à des chevaux pour sortir la voiture de là. Et pourtant, malgré toutes ces galères, elles finissent première de leur catégorie et 17e au classement général. C'est vraiment loin d'être dégueulasse. Simone continue de courir encore et encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et pendant le conflit, elle met sa passion à contribution des autres. Puisque oui, elle va conduire des camions de la Croix-Rouge notamment pour soit rapatrier des blessés, soit pour ramener des denrées à travers tout le pays le plus vite possible. Mais dès que la guerre est terminée, Simone remonte en voiture. Et surtout, elle reprend la compétition directement. Les 1000 km du Nürburgring, les 24 heures de Spa, le rallye de Monte-Carlo, presque que des grands noms. Elle courra jusqu'en 1957 où elle prend sa retraite du sport à 47 ans. Avec un palmarès assez impressionnant puisqu'elle a notamment battu 25 records sur l'anneau de Montlhéry, sur lequel j'ai eu la chance de rouler plusieurs fois, des records de vitesse. En 1940, ça devait trembler dans tous les sens. Quel merdier, il fallait
Fallait être vraiment accroché. Elle prend place sur certains podiums, notamment au rallye de Monte-Carlo pour la Coupe des Dames. Et en 1950, elle fonde la première auto-école dirigée par une femme, où elle a fini par enseigner plus de 25 ans. Et c'est à peu près de là que serait venue cette expression en voiture Simone. Mais ce n'est pas là qu'elle a été popularisée. C'est un petit peu plus tard, via une autre Simone, en 1962, Interville apparaît sur l'ORTF. L'émission animée par Guy Lux et Léon Zitrone, est là pour finalement se faire affronter des villes dans des espèces de défis complètement barjots. Et pour féminiser l'émission, ils ont décidé de faire appel à une speaker, Simone Garnier. Et c'est Guy Lux qui, avec le jeu de mots que lui connaissait, a rendu populaire ce fameux « En voiture Simone » en s'adressant donc à Simone Garnier, mais expression qui venait de Simone Louise Desforest à l'époque. Et d'ailleurs, l'expression complète, c'est en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Petit fait supplémentaire et très intéressant, c'est une des rares pilotes à ne jamais avoir eu un seul accident de toute sa carrière. Et ses qualités de pilote ont été largement saluées par notamment Juan Emanuel Fangio. Oui, Fangio. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle quintuple champion du monde de F1 à l'époque. C'est pas dégueulasse non plus. Un grand bravo Simone qui, en plus de démocratiser le sport auto et de faire vraiment en sorte que la femme soit plus présente à l'intérieur, elle pesait dans le game, tout simplement. Sophia Flörsch, c'est une des pilotes connues, notamment pour avoir survécu à l'un des plus gros crashs de toute l'histoire du sport automobile. Et ce qui a le plus marqué, c'est ce qu'elle a décidé de faire juste après le crash. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir dans les années 2000, où Sophia naît en Allemagne, à Munich. Son père, Alexander, la met dès 4 ans le cul dans un kart, parce que lui, il est fan, il a envie de la voir rouler, donc il se dit « je vais lui faire essayer ». Elle essaye, et elle adore. Et en plus d'adorer, elle se démarque puisqu'elle casse des culs sur la piste. Et plus les années passent, plus c'est une évidence, elle veut devenir pilote professionnelle. Soutenue à 100% par ses parents, et ça vraiment, c'est très chouette, elle parcourt le monde pour les divers championnats de karting et pour montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Et elle court notamment aux côtés de Mick Schumacher, le fils de Monsieur Schumacher. Mais c'est à 14 ans que tout bascule vraiment pour elle, puisqu'elle participe à la Ginetta Junior Championship. Alors, c'est une compétition dédiée aux jeunes qui se passe dans un châssis G40 avec 100 chevaux à peu près, ce qui est plutôt costaud. Les pilotes sont âgés de 14 à 17 ans et la compétition est organisée par le constructeur britannique Ginetta. Ce championnat, c'est clairement une véritable école de pilotage, puisque, je le rappelle, par exemple, Lando Norris y sera passé. Et il faut savoir une chose, c'est que notre Sophia, elle a fini 3e, exactement comme Lando Norris dans cette compétition. Pas en même temps, c'était pas les mêmes années, mais ils ont fini à la même place, même podium. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport auto, ça coûte cher. Et après 2 podiums et 2 victoires, par manque de budget, puisqu'aucun sponsor ne veut la suivre, elle est obligée d'arrêter cette compétition. Et vu son potentiel, il était plus que probable qu'elle finisse première rapidement et que ça continue à être très chouette. En 2016, elle continue quand même le championnat en Allemagne, notamment de Formule 4. Et une fois n'est pas coutume, ça marquera l'histoire, puisque elle est la première femme dans cette compétition à marquer des points. C'était sa première course. L'année suivante, elle signe 2 podiums et ça lui réussit puisque l'étape d'après c'est quoi ? La Formule 3. Et c'est là que tout bascule. On est au Grand Prix de Macao, c'est le début de la course et malheureusement, Sophia rentre en collision avec le pilote japonais Sho Tsuboi. Sa voiture part en tête à queue, elle s'envole à 270 km/h dans le public. La voiture s'écrase dans les tribunes, le choc est d'une violence inouïe. Et quand on regarde les images, il est presque impensable d'imaginer que Sophia s'en est sortie vivante. Et pourtant, par miracle, elle survit. Mais pas sans séquelles, puisqu'elle a de graves dommages à la colonne vertébrale. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital de Macao, dans lequel elle reçoit des soins et une opération de plus de 11 heures, où tout le monde est maintenu en haleine, puisque son état prend du temps à se stabiliser, mais il finit par enfin se stabiliser, et après 2 semaines d'hospitalisation, nous pouvons être sûrs, elle est sortie d'affaire, et peut enfin rentrer chez elle pour de la rééducation et sa convalescence. Et comme beaucoup de gens dans cette situation, elle aurait pu s'arrêter là et se dire « bon, voilà, c'était un beau signal d'alerte, je ne vais pas y retourner ». Eh vous me voyez venir ? Bien sûr qu'elle y retourne. Sophia se retrouve derrière un volant à peine 4 mois après avoir vécu un des accidents les plus impressionnants de tout le sport auto. Ça a tellement choqué et impressionné à l'époque qu'elle a reçu un prix, le Laureus World Sport Award, du meilleur comeback de l'année. C'est l'une des plus grandes distinctions automobiles mondiales. Aujourd'hui, Sophia court toujours en sport automobile et surtout, elle lutte pour que les femmes soient plus représentées dans ce sport et putain de merde, ça fait du bien.
Yuta, c'est tout simplement une légende du Paris-Dakar. Et pourtant, elle est bien trop méconnue. Alors, il faut que je vous en parle. Déjà, c'est la seule femme à avoir remporté le Paris-Dakar. Elle est d'origine allemande, née en 1962 à Cologne, et comme pour nos précédentes pilotes, elle tombe dedans quand elle était petite. À 18 ans, elle s'achète une moto pour partir à l'aventure, et elle adore ça. Après avoir étudié la physique, elle est embauchée chez BMW, où elle restera 6 ans, et elle continue à côté de nourrir vraiment sa passion du sport auto. À tel point qu'à un moment, son boss, en 1987, lui passe une moto pour qu'elle fasse une compétition. Le rallye des pharaons. Alors oui, c'est une épreuve pas évidente qui relie Le Caire à la nécropole de Gizeh. Et tout ça, ça fait plus de 3000 km. Dans le sable, le chaud, en moto, l'enfer. Forte de cette expérience, eh bien, l'année d'après, elle s'inscrit au Paris-Dakar. Mais en touriste, à la base, c'est pour regarder, prendre un petit peu des sensations, elle a kiffé, elle va voir, quoi. Bon, bah, touriste, en 1993, elle est la première femme à gagner. D'ailleurs, l'année d'avant, en 92, elle était aussi la première femme à gagner au rallye des pharaons et au Paris-Le Cap. Après avoir dominé les rallyes moto et peut-être avoir bouffé beaucoup trop de sable, eh bien, en 94, elle décide de passer une nouvelle étape, je vais passer à la bagnole. J'imagine qu'elle se dit, ça doit pas être plus compliqué que sur 2 roues, au moins j'ai un pare-brise, je m'en prends moins dans la gueule, j'ai déjà gagné en bécane, on va tenter. Pendant les 3 années qui suivent, du coup, Yuta, elle fait des podiums avec son Mitsubishi Pajero et elle casse des culs. Elle signe aussi de très belles performances en buggy, notamment dans les années 2000, où elle finit 2e au Paris-Dakar. On devrait commencer à parler d'elle, mais toujours pas tant que ça. Alors qu'elle figure quand même parmi les plus grandes pilotes au monde. Et elle va le prouver encore plus en 2001, dans son ultime Paris-Dakar, le plus célèbre. On est le 20 janvier sur le Paris-Dakar, il reste 2 étapes à parcourir et parmi les 358 concurrents encore en lice, le podium commence à se dessiner. Hiroshi Masuoka, qui est premier, Jean-Louis Schlesser, l'ancien mentor de Yuta, et Yuta en 3e position. À 38 ans, Yuta, mine de rien, la première place est encore très loin. Les adversaires en face ont beaucoup d'avance. Et oui, parce que sur un rallye raid comme le Paris-Dakar, les avances et les retards peuvent être énormes. Sauf que Schlesser est parti un petit peu trop tôt, donc il s'est pris 1 heure de pénalité dans les dents. Et pour rattraper Schlesser, Masuoka, qui était premier, il décide de mettre un petit peu le paquet. Et sa voiture résiste pas, une casse. Et donc, abandon. Tout se joue sur les 100 derniers kilomètres. Yuta passe devant et gagne le putain de Paris-Dakar. Ça y est, elle est inscrite dans la légende à jamais. Et maintenant, elle continue de rouler et travaille avec la FIA et d'autres organismes de course. Une chouette retraite, quoi. Michèle Mouton, vous avez déjà forcément entendu ce nom. Tout comme Sabine Schmidt, d'ailleurs, la reine du ring, du Nürburgring. Ouais, on en parlera peut-être une prochaine fois parce que Sabine Schmidt aussi, il y a des trucs à dire. Allez, Michèle Mouton, c'est peut-être une des plus grandes pilotes du monde. Elle a quand même gagné 4 fois en championnat de WRC, en rallye, et puis 4 fois aussi en championnat d'Europe de rallye. Et c'est costaud puisque on parle surtout là des périodes les plus violentes et dangereuses du rallye, à savoir le groupe B. Et clairement, on peut dire qu'elle aussi, elle avait quelques prédispositions. Et oui, puisqu'elle naît en 51 à Grasse, la capitale du parfum, où ses parents sont horticulteurs et travaillent avec des parfumeries, mais ils ont une 2 chevaux. Bon, bah elle n'a pas nécessairement envie de vraiment aider à la parfumerie. Elle, ce qu'elle a envie, c'est en scred rouler la 2 chevaux de son père. Ok, et ça lui vient pas de nulle part, puisque son père était un grand passionné de sport auto, et malheureusement il a vu ses rêves un peu brisés par la Seconde Guerre mondiale. Du coup, en grandissant, elle emprunte la voiture de ses parents pour aller en soirée, mais surtout pour aller se la donner très très fort dans les routes de campagne. Et pour son père, voir sa fille se régaler au volant, y a rien de mieux. Et c'est en 73, quand elle aura 22 ans, que tout va basculer. Jean, un ami de la famille, lui dit qu'il va participer au rallye de Monte-Carlo. Et du coup, il va lui proposer d'être sa copilote, à bord d'une Peugeot 304S. Elle accepte, elle passe la course, mais à la fin, son père voit qu'il y a quelque chose qui va pas, et il lui dit il voit bien que sa place n'est pas sur le siège passager, mais bien derrière le volant. Et du coup, il lui propose une chose très simple, de lui financer sa première année de compétition automobile, et que si elle échoue, elle devra venir travailler avec eux. Michèle, ni une ni deux, elle relève le défi, évidemment. Donc elle se voit offrir par son père une belle berlinette A110. Ce qui amène la jeune femme à participer à ses premières compétitions. C'est des compétitions dans la catégorie féminine, et là, elle survole
toute la catégorie. Et tellement qu'elle décide du coup de s'inscrire dans la catégorie générale pour le Tour de Corse, où elle finit 12e. Alors, comme ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais quand tu arrives dans la compétition, que ton premier vrai rallye, en général, c'est le Tour de Corse, qui est un rallye très rigoureux, et que tu finis 12e, et ben, tout le monde te regarde et dit mais c'est qui elle, en fait? Et malheureusement, vu que c'était il y a plus de 60 ans, eh bien, les mentalités étaient autres. Du coup, très probablement par ego, personne n'a cru qu'elle n'avait pas triché. C'est pas correct. Donc la FIA a démonté toute sa bagnole, tout le monde a remis en question, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est 12e? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il n'y avait aucune anomalie, elle vous a juste mis une espèce de pilule, les gars. En 77, au volant de sa Porsche Carrera RS, elle remporte d'ailleurs la première place du rallye d'Espagne. Ça, c'est le deuxième chais. Mais elle s'arrête pas là, puisqu'elle continue, elle roule en Lancia Stratos, puis en Fiat 131 bar. Enfin, elle gravit doucement mais sûrement les différentes catégories qui sont à sa disposition. Et en 1980, alors qu'elle décide d'arrêter de boire et de fumer pour mettre toutes les chances de son côté, oui, parce qu'avant, en fait, c'était que des tours de chauffe, hein, parce que là, ça y est, elle décidait de vraiment s'y mettre. Et ça tombe bien, puisque Audi l'appelle. Et Audi lui dit, tu sais quoi, on a une Quattro à te proposer. Oui, je parle de la Quattro S1. Est-ce que tu voudrais bien venir en WRC, s'il te plaît? Enfin, en groupe B, à l'époque. Et c'est à la fin de cette même année qu'elle révolutionne le rallye, et le sport auto, en fait. Pendant la course incroyable du rallye de San Remo en Italie, où en face, tout simplement, il n'y a rien d'autre qu'Ari Vatanen, hein, l'un des Finlandais volants que vous commencez à connaître. Bref, dans cette catégorie, effectivement, il y avait des pilotes à sa taille. Mais pour en revenir à notre course, Monsieur Vatanen, qui en voyant Michèle Mouton dans la liste des concurrents, aurait dit « Si je me fais battre par une femme, j'arrête la compétition ». Bon, c'était une autre époque, ça n'excuse rien, mais c'était une autre époque, et on va y revenir. Alors Michèle, en entendant ça, hein, évidemment, elle s'est dit « Tu sais quoi, des chais, j'en ai distribué quelques-uns, mon pote. Donc, je le garde, sous le coude, et on va laisser le temps faire les choses. » Pendant les premiers kilomètres sur l'asphalte, son Audi avec le système Quattro, pas encore complètement au point, prend beaucoup de retard. Mais dès qu'on arrive sur le gravier, ça y est, Michèle, elle a compris comment ça fonctionnait. Donc doucement mais sûrement, en s'adaptant aux revêtements et aux surfaces qui correspondent le mieux à la voiture et au pilotage de Michèle, eh bien on gratte les secondes et on remonte doucement mais sûrement sur le classement. Et le lendemain, sur une autre spéciale, eh ben Vatanen il va taper un rocher et c'est out. Et Michèle, finalement, n'ayant quasiment que ce concurrent, la hauteur en face pour rivaliser, eh bien, a vu le champ libre et a gagné ce rallye. Elle devient là la première, et malheureusement la dernière, à gagner une manche de WRC. Enfin, de la catégorie reine du rallye. Et Vatanen, est-ce qu'il a tenu sa promesse finalement du coup? Évidemment pas du tout, et il s'excusera même plus tard en disant que c'était de l'ego masculin mal placé et ne lâchera pas le volant. Et même si cette course était déjà folle, la suite est encore plus intéressante. Et oui, parce que ça y est, elle a gagné une manche. Mais maintenant, ce qu'elle cherche, c'est le titre de championne du monde. On est en 82 et juste avant l'avant-dernière course de la saison, eh bien, entre Walter Röhrl et elle, les scores sont très serrés. D'ailleurs, lui aussi, hein, il y a une belle sortie de route. Il aurait dit je ne peux pas accepter d'être battu par Michèle, non pas parce que je doute de ses capacités, mais parce que c'est une femme. Bon, bah comme ça au moins on est dedans, let's go. Alors, c'est bien que des choses changent parfois quand même, hein. Après cette merveilleuse glisse, les pilotes sont prêts à s'affronter en Côte d'Ivoire. Et oui, parce que si elle gagne cette manche, il ne lui restera plus qu'à gagner la dernière, et c'est terminé, elle est championne du monde. On est donc vraiment pas loin. Sauf qu'à 7h du matin, le téléphone de Michèle sonne, et c'est pas une bonne nouvelle. Sa mère lui annonce que son papa vient de décéder. Le monde de Michèle s'écroule puisqu'elle perd pas qu'un parent, elle perd son père, la personne qui l'a initiée à tout ça, qui l'a mise dans ce monde, qui l'a fait arriver là où elle en est aujourd'hui. Et du coup, elle dit à sa mère, il est hors de question que je roule aujourd'hui, je rentre. Chose à laquelle sa maman lui aurait répondu, certainement pas, ton père n'aurait clairement pas voulu que tu abandonnes aussi près du but. Alors, regonflée à bloc par ces mots, eh bien, elle a enfilé ses gants, je pense avec une autre émotion que d'habitude, et elle a pris la décision de faire cette spéciale. Elle respire, elle pense à son papa, il ne lui reste qu'à se maintenir, finir, et elle pourra enfin lever le trophée de championne du monde des rallyes. Sauf que parfois, le destin en décide autrement. Elle soude comme jamais et elle creuse un écart monumental d'1 heure entre elle et Walter Röhrl. Sauf que sa boîte de vitesse casse, il faut donc s'arrêter et la faire changer par les mécanos. Mais son équipe à ce moment-là,
c'est pas les meilleurs. Alors une opération qui aurait dû prendre seulement 20 minutes en prend 40. Et comme si c'était pas déjà assez, en essayant de repartir, c'est l'embrayage qui lâche. Le temps de faire repartir la bagnole, il reste plus que 10 minutes d'avance à Michel. Mais très probablement en ayant le couteau sous la gorge et en prenant l'un des virages les plus dangereux de la spéciale, eh bien elle se sort et elle fait un tonneau. Elle arrive quand même à se remettre sur les roues, repart, mais finit par avoir un autre accident, qui celui-ci sera malheureusement fatal et elle devra abandonner. Elle sera quand même vice-championne du monde et Walter Hall dira quand même « Mon titre est chanceux, mais Michel méritait plus que moi d'être championne du monde. » Ça n'excuse pas ce qu'il a dit juste avant, mais au moins il le reconnaît, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas pour autant que Michel Mouton elle a décidé de laisser tomber les records. Hein. Non. Allez, on passe à Pikes Peak. Cette course mythique où les Quattro S1, 205 T16 avec Vatanen ou encore les Scudo Pikes Peak dont on vous a déjà parlé, eh bien foncent à plus de 300 km/h dans une montée... Pikes Peak, c'était fou, plus de 20 km, 156 virages sur plus de 4000 mètres de haut. D'ailleurs, on vous l'a dit, mais c'est tellement élevé 4000 mètres qu'à partir d'une certaine altitude, l'oxygène, il impacte non seulement le moteur, mais aussi les pilotes. Donc ça devient 2 fois plus compliqué qu'une spéciale normale. En 84, Michel, elle atterrit dans le Colorado, elle se prend une première claque avant de monter dans sa Quattro, puisque elle a jamais été autant confrontée à du sexisme qu'avec les Américains. Pourtant, elle était déjà bien habituée visiblement, mais... là, a priori, ça l'a séché. Elle le dira, c'est les pires machos qu'elle a jamais vus. Et je vais être honnête, je suis assez peu étonné. Pour sa première édition du Pikes Peak, elle finit 2e. Mais l'année d'après, elle y retourne beaucoup plus revancharde et elle se dit « Allez, ça c'est l'ultime chais que je veux donner. Celui-là, c'est peut-être celui qui me ferait le plus plaisir. » Les Américains, ils se chiaient tellement dans le bend de voir qu'une femme pouvait gagner qu'ils lui faisaient toutes les crasses possibles. Genre, pendant les essais, à un moment, elle roulait à peine 8 km/h. Il y a d'autres pilotes qui roulaient sur la piste avec leurs enfants sur les genoux. Et elle serait passée à côté d'eux, donc à moins de 10 km/h. Et ils auraient dit « Vous êtes complètement malade, vous avez failli nous tuer, moi et ma famille !» Alors sûrement avec un accent plus américain que ça, mais c'est pour montrer la mauvaise foi dont peuvent faire preuve certaines personnes. Et ça marche, puisqu'elle aura une pénalité, celle de commencer le rallye en dehors de la voiture, où elle devra donc courir, s'attacher puis partir. Tant dire qu'elle avait aucune chance. Sauf que elle réfléchit et elle se dit « Mais enfin, on nous fait chier avec les règles de sécurité et si moi je pars mal attaché, vraisemblablement on s'en fout. Il y a peut-être un problème. » Donc elle va le dire à la direction de course, qui lui met 5000 $ d'amende. Et lui dit « Bon, alors, oui, mais... Du coup, tu sais quoi, ta voiture, elle devrait être poussée sur la ligne de départ, tu pourras pas démarrer et tu auras aucune vitesse engagée. Voilà. Voilà. Et 5000 $, s'il te plaît. » Autant vous dire que là, Michel Mouton, à l'intérieur, elle est remontée, d'accord? Il y a un coucou, Elle l'a remontée, mon pote, le ressort, il est prêt à péter. Et puis pour en rajouter, évidemment, à l'histoire, malgré les conditions terribles qui se sont abattues sur la course ce jour-là, à savoir de la pluie et de la grêle, elle les a atomisé, d'accord? C'est non seulement la première pilote non américaine à gagner le Pikes Peak, mais en plus de ça, elle a battu le record de 13 secondes. Je sais pas si elle l'a fait ce bras d'honneur-là, mais vraiment, il était mérité. Et Bobby Unser, qui avait le seum, là, on va pas se mentir, il était dégoûté. Il aurait eu encore quelques remarques sexistes. Elle lui aurait dit, bon, tu sais quoi, t'as l'air d'avoir des bonnes grosses couilles. Eh ben viens, du coup, la course, on l'a fait en descente tous les deux, et puis on voit qui est le meilleur. Et oui, puisqu'en descente, forcément, c'est encore plus dangereux qu'en montée. Et les Américains, ils avaient pas beaucoup l'habitude des vrais spéciales de rallye comme Michel. Donc la descente, ça leur faisait peur. À tel point que... il a refusé. C'est rigolo. Bon, là, c'est la doublette pour Michel Mouton, qu'on devrait d'ailleurs renommer Michel Mouton, à ce niveau-là. C'est du grand art. Et le Pikes Peak, c'est le dernier grand exploit de Michel Mouton. Elle roulera l'année suivante pour Peugeot, mais si vous avez bien suivi, en 86, en fait, c'est la fin du groupe B. Et oui, des voitures beaucoup trop dangereuses. C'est un 100 chevaux sur des routes de campagne, larges comme ça, à travers les forêts, où tu peux te cracher à chaque virage. Tellement qu'effectivement, Henri Toivonen et Sergio Cresto se crachèrent à bord de leur merveilleuse Delta S4 et mourèrent, malheureusement, ce qui mit vraiment un arrêt d'urgence à toute cette compétition. Ce qui suffit à Michel Mouton pour dire que elle se retirait donc de la compétition, mais c'est pas pour autant qu'elle arrête de conduire des bagnoles. Et oui, puisqu'en 88, en fait, elle fonde tout simplement la Race of Champions. En
En gros, c'est tous les champions qui se combattent pour savoir c'est qui le champion des champions. Peu importe les disciplines, en tête à tête, et surtout avec des voitures identiques. C'était vraiment très cool. Et en 2009, le nouveau président de la FIA, Jean Todt, l'appelle pour venir diriger tout simplement le WRC. Voilà for Michel, if the 2 first kilometers have been checked by the helicopter and the 00 is okay, for me it's okay. Et putain de merde que c'était une foutue chouette histoire. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu mettre un petit peu en lumière des noms que vous connaissiez moins que Michel Mouton par exemple, j'espère aussi que vous avez pu découvrir l'histoire de Michel Mouton, peut-être que vous ne connaissiez pas en intégralité, j'espère que je vous l'ai raconté avec l'entrain qui m'anime vraiment, parce que j'ai adoré pouvoir m'occuper de tout cet épisode et de pouvoir vous le partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, tout ça, et puis à partager, puisque c'est important, je pense, d'avancer un petit peu aussi sur ces sujets. Hâte de voir avec la F1 Academy notamment, peut-être bientôt, une pilote en F1. Putain de merde que j'ai hâte. À la semaine prochaine, et ciao. Tu vois, être dans ce canapé, c'est pas une bonne idée, parce que ça me fait mal au dos. Voilà, je le dis, je suis vieux. Hop là. Allez, eh ben, on range maintenant. Let's go.